Monsieur le ministre, mes chers collègues, Monsieur le ministre, le rapporteur le disait à l'instant, bienvenue au Sénat. Merci d'avoir accepté de venir devant notre commission qui termine pratiquement aujourd'hui ses travaux après une cinquantaine d'auditions. Et donc nous terminons avec vous après avoir entendu M. Darmanin, M. Barrot, Mme Retailleau, M. Séjourné. Et il nous paraissait indispensable, bien évidemment, de vous entendre eu égard au rôle que votre ministère joue dans cette question de la gestion de la prévenance et des influences étrangères. Vous nous expliquerez la réaction du ministère face à ces menaces, mais nous attendons surtout de vous que vous nous expliquiez dans quelle stratégie d'ensemble les armées opèrent. Votre ministère dispose d'une expertise reconnue, mais de nouveaux opérateurs sont apparus. Viginum, le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères, a été créé en 2021. Il intervient tout particulièrement dans la dénonciation des manipulations de l'information provenant de l'étranger. Le président de la République avait annoncé dans la revue nationale stratégique 2022 la création d'une nouvelle fonction stratégique d'influence dont la responsabilité a été confiée au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Nous constatons d'ailleurs qu'en fonction des sujets, aussi bien vous que M. Séjourné pouvez faire des déclarations pour dénoncer telle ou telle déclaration d'un ministre russe ou d'un responsable azerbaïdjanais. Nos auditions nous ont fait apparaître une juxtaposition de différents acteurs, notamment dans la lutte contre les manipulations de l'information. Contrairement à la cyberdéfense, il n'existe pas encore de stratégie nationale dans le domaine de la lutte contre les manipulations de l'information à l'échelle nationale, aussi bien dans le domaine militaire que civil. L'expérience de votre ministère a été éclairante puisque vous êtes, semble-t-il, le seul à avoir rendu public une partie de la doctrine des armées dans les trois domaines que sont la lutte informatique défensive, offensive et informationnelle. Avant de vous donner la parole, Monsieur le ministre, il me revient de rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal. Je précise également qu'il vous appartient, le cas échéant, d'indiquer vos éventuels liens ou conflits d'intérêts en relation avec l'objet de la commission. Je vous invite à prêter donc serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure, Monsieur le Président. Je vous remercie. Cette audition fait l'objet d'une captation vidéo qui sera diffusée sur le site internet et, le cas échéant, les réseaux sociaux du Sénat, puis consultable en vidéo à la demande. Je précise que notre audition devra se terminer à 16h30 ou pas très longtemps après, puisque nous partons avec quelques collègues en Finlande et en Lituanie pour regarder comment ces deux pays mettent en place un système de résilience à proximité d'ailleurs de la Russie. Je vous propose un propos liminaire d'une dizaine ou d'une quinzaine de minutes maximum, et ensuite le rapporteur et les collègues, nombreux aujourd'hui pour vous entendre, pourront vous poser quelques questions. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs. Merci de me consacrer cette dernière audition. Je vais peut-être effectivement rentrer dans la mêlée avec quelques éléments propres aux Minarmes, puisque on va revenir aussi sur les compétences historiques de qui fait quoi entre le territoire national et en dehors du territoire national. Et ce n'est pas complètement inutile dans la méthodologie de ces affaires-là de redire aussi ce que la loi de la République que vous avez votée donne comme compétences aux uns et aux autres. Et puis peut-être aussi rebrosser quelques menaces concrètes, pratiques, documentées devant vous, sans être trop long. Et si je suis le dernier, peut-être consacrer le plus de temps possible aux questions-réponses pour vous éclairer le cas échéant. Et je profiterai de mon intervention pour répondre en effeuillant les différentes questions ou sous-questions que vous avez posées, Monsieur le Président, sur les stratégies d'ensemble. Bon, vous l'avez vu pendant tous les travaux de l'audition, il va sans dire que les influences étrangères, non seulement ont toujours existé, la particularité, elle est double en ce moment. La première, c'est le retour d'une compétition débridée entre les grandes puissances, qui donc, dans les grandes années de dégel, de la fin de la guerre froide, de la dissolution du pacte de Varsovie, de la chute du rideau de fer,
il est clair que le fait terroriste a dominé les préoccupations de l'ensemble des capitales occidentales et donc des différents services, mais n'a pas complètement anéanti les influences étrangères, et ça sera mon premier point parce que je veux quand même y consacrer un tout petit peu de temps devant vous, qui est évidemment déjà la principale influence, qui est l'espionnage. Et par définition, l'espionnage en matière militaire, l'espionnage sur les industries de défense, et de manière renouvelée depuis 2 ans, de nouveau des phénomènes de sabotage ou de captation d'éléments de souveraineté. Et ça, je pense que, comme ministre de tutelle de la BITD, je voulais vraiment démarrer par là. Ensuite, la deuxième particularité, ça sera mon deuxième temps, si les ingérences ou influences étrangères, pour les définir, ont toujours existé, c'est évidemment l'avènement du cyber qui en change complètement la dimension, la manière de se comporter, et surtout de puissance, comme nous sommes une puissance nucléaire, j'en avais fait plusieurs fois la démonstration devant vous pendant la programmation militaire, nous sommes d'autant plus exposés à des menaces hybrides que les menaces directes sont largement couvertes par notre dissuasion, notre armée conventionnelle, et donc de par là même, évidemment, les influences étrangères s'exercent autrement. Ce qui nous amènera aux questions informationnelles, mais qu'il faudra détacher des menaces cyber, parce qu'une attaque informatique, une attaque cyber est une chose, raconter n'importe quoi sur Twitter, c'en est une autre, et d'ailleurs, raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux n'est pas l'apanage des puissances, étatiques ou non, et donc ça nous amène aussi à des difficultés qui sont d'un autre ordre, qui se détachent de mon seul ministère, qui est aussi tout simplement la désinformation, la capacité à dénoncer cette désinformation, la place aussi que les journalistes doivent avoir dans cette affaire, enfin, vous connaissez tout ça par cœur. Si je vais à l'essentiel, en matière d'espionnage, il est clair que l'activité s'est densifiée ces derniers mois, singulièrement, avec des approches directes, singulièrement évidemment russes, dans différentes dimensions. On ne peut pas parler en 2024 d'influence étrangère sans parler du spatial, puisque évidemment c'est un des moyens d'accéder à des informations de souveraineté et d'interagir avec ce que nous sommes. Et peut-être ne l'avons pas suffisamment dénoncé, mais en 2023, vous avez ce satellite russe qui s'appelle Lush Olymp K2, qui s'est approché de différents satellites français, notamment des satellites Eutelsat, qui sont développés par Airbus Defence and Space. Ce satellite russe n'a pas violé en tant que tel les différents systèmes et process de sécurité. Ils ont conservé plutôt une distance raisonnable, mais on a bien vu pour la première fois une menace qui pouvait, étrangère, qui pouvait atteindre, pour le coup, un élément de souveraineté nationale. Et je commence par là, parce qu'une fois de plus, si on traite les influences étrangères dans une ambiance années 60, on va se tromper. Et évidemment, la troisième dimension, qui est le spatial, compte énormément. Le cyber, je l'ai dit, les groupes de hackers, vous l'avez aussi tous en tête, on passe de menaces cyber qui étaient plutôt crapuleuses à des fins de rançonnage, y compris d'ailleurs les attaques connues sur les grands hôpitaux, Corbeil-Essonnes, tout ça a dû vous être détaillé devant vous. On le voit de plus en plus, d'attaques cyber pour obtenir de l'argent, on va vers des attaques cyber pour obtenir de la data, pour détruire des infrastructures numériques et parfois des attaques cyber qui ne sont même plus complètement protégées par des proxys tiers, mais dont l'attribution peut se faire de plus en plus à un État. Évidemment, ça présente des risques particuliers pour le ministère des Armées. Je reparle évidemment de nos compétences, parce que c'est un ministère du secret, c'est un ministère du secret technologique, du secret défense sur les opérations. C'est vrai des opérations des services, c'est vrai évidemment des opérations menées par les forces armées. Ça pose des questions évidemment d'intégrité. Vous aviez voté, je vous en remercie, pendant la programmation militaire, une reprise de force musculaire pour la DRSD, qui, comme vous le savez, un service de renseignement qui n'est pourtant membre du premier cercle, mais qui n'est pas le plus connu des services de renseignement chez nos concitoyens. C'est l'ancienne DPSD, qui est au fond le service de contre-espionnage et de contre-ingérence du ministère des Armées, qui est un service qui a objectivement beaucoup trinqué pendant la RGPP et sur lequel je m'efforce, grâce à vos efforts, par le vote de la LPM, à remonter en puissance. Aujourd'hui, c'est 1500 agents civils et militaires. On va vers une augmentation de budget de 97%, donc en fait on le double, entre 2019 et 2025, et qui va continuer d'augmenter jusqu'en 2030, avec notamment des programmes d'intelligence artificielle. Je pourrais répondre à vos questions, mais enfin, il est clair que la ASI, la DGSI, le ministre Darmanin a dû vous le dire, a évidemment ses champs de compétences, mais il est clair que sur les menaces qui pèsent particulièrement sur le ministère des Armées, il nous faut avoir une DRSD qui se remet évidemment en ordre de marche. Sur le cyber, ça vaut également pour, en contre-ingérence pour tout ce que fait la DGSE.
Alors, on est retransmis ici, je crois, donc je pourrais aussi redire des choses devant la DPR, s'il le faut, évidemment, en la matière. Enfin, de manière publique et très claire, il est évident que, puisqu'on parle d'influence étrangère, encore faut-il être capable de les détecter et de les attribuer. Puisque, pas parce que vous avez des traces de doigts, pardonnez-moi cette expression, d'un État étranger sur tel ou tel type d'intrusion, et c'est particulièrement vrai du cyber, si vous n'êtes pas capable de vous en rendre compte à l'instant T, premier défi, de l'attribuer, dire c'est cet État, et nous en sommes certains, et nous pouvons le démontrer devant la communauté internationale. Deuxième défi, il n'a rien de négligeable en matière cyber. Troisième défi, légitime défense, l'entraver, y mettre fin. Quatrième défi, être capable de contre-attaquer, la suite de la légitime défense, et donc de renvoyer la force de l'attaque vers l'envoyeur. Vous le voyez bien, le faire en 100% français, souverainement, est un défi RH, est un défi de capacité technologique. C'est évidemment la DGSE qui est chef de file en la matière, et sur lequel on a des résultats qui sont tout à fait encourageants, avec aujourd'hui 4600 cyber-combattants en 2024, et en 2030, vous le savez, on cherche à tutoyer la cible de 5600 cyber-attaquants, lesquels aussi peuvent servir pour les autres services du premier cercle, puisqu'évidemment, on revient, mais je pense que c'est un des fils conducteurs qui est important pour votre rapport, me semble-t-il, sur qui fait quoi dans la République. On revient quand même à ce que la loi donne comme compétence, territoire national, hors territoire national. C'est la DGSI qui est compétente en contre-ingérence. Après, si on doit aller chercher des choses à l'étranger, c'est la DGSE qui est compétente. Et la DRSD au milieu pour les sujets propres au ministère des Armées, mais je pourrais évidemment répondre à vos questions en la matière. Sur la BITD, je voudrais quand même vous faire un petit point et peut-être des chiffres qui n'ont jamais été donnés publiquement d'ailleurs pour votre rapport, et ça me semble utile. On a plusieurs types d'actions étrangères sur la BITD au moment où je vous parle. Le premier, espionnage par tous les moyens. Alors, il y a deux types d'espionnage. Il y a l'espionnage inamical mais indolore, indétectable ou difficilement détectable pour nous piquer, pour nous voler des compétences et du savoir-faire. Si on est honnête, différents pays et pas que des compétiteurs peuvent se livrer à cet exercice-là. Vous avez de l'espionnage à des fins de nuire. Ça, c'est davantage, évidemment, les grands compétiteurs que vous pouvez connaître. Les moyens sont cyber essentiellement, classiques, approche de telle ou telle personnalité dans telle ou telle entreprise, tentative de cambriolage, tentative de recrutement de ces individus. C'est quelque chose qui est très guerre froide, si j'ose dire, mais qui n'a jamais disparu, mais qui reprend une force particulière depuis 2 ans, je ne vous le cache pas. Deuxième des choses, c'est le sabotage. Clairement lié à l'Ukraine. Je crois que la France, d'ailleurs, est plus épargnée que beaucoup de nos voisins au moment où je vous parle. Je le dis prudemment parce qu'il suffit d'un fait pour que tout ça bascule. Vous avez sans doute vu les déclarations britanniques en la matière sur des actes de sabotage sur des industries de défense concourant directement ou indirectement à l'aide à l'Ukraine. C'est un chantier majeur qui applique, j'y reviendrai, une mobilisation de la BITD, dupliquer aussi parfois des outils de production. Maintenant, on peut le dire publiquement parce que c'est fait. Mais enfin, sur la chaîne de montage du canon César, vous aviez parfois des morceaux critiques parce qu'uniques. Et donc, on a demandé à KNDS France de bien vouloir dupliquer ses capacités d'usinage, des outils tout simplement, mais faire en sorte que si un outil est saboté, un deuxième outil peut le faire. Je vous en parle parce que peut-être que mes autres collègues ou les autres personnes auditionnées ne sont pas allés suffisamment sur les questions industrielles, mais pour moi, je les identifie comme étant un point de vulnérabilité sur lequel nous avons déjà bien avancé, mais sur lequel il est évident que si des actions devaient être menées, elles pourraient être spectaculaires. Et donc, nous devons de nous en prémunir, sachant que nous avons une bonne culture quand même de cette résilience-là, et pour cause, la dissuasion nucléaire nous donne depuis les années 60 des règles d'hygiène, hygiène numérique, hygiène de contre-ingérence, hygiène d'habilitation importantes. Le sujet, c'est dans quelque chose qui est plutôt chimiquement pur et parfait au sein de la dissuasion, comment on arrive à obtenir des industries de défense quelque chose d'aussi chimiquement pur et parfait sur des programmes d'armement conventionnels. Voilà, pour dire les choses, ça c'est évidemment un point. Troisième chose, c'est plus classique, mais enfin quand même, délocalisation des emplois et des savoir-faire. Vous avez voté pendant la programmation militaire des mécanismes qui permettent aux ministres désormais d'avoir des outils de police administrative pour empêcher que tel ou tel, par exemple, pilote de chasse
ne soient recrutés par une puissance étrangère, basculant de par là même avec le savoir-faire. Donc on voit bien que là, pour le coup, je pense que c'est un élément aussi intéressant sur lequel, en tout cas, je sais que les équipes du ministère attendent votre rapport, parce que jusqu'où on va, pendant longtemps, on a pu compter sur des comportements vertueux individuels. Objectivement, c'est le cas encore aujourd'hui, mais enfin, il suffit d'un cas pour que tout d'un coup, une crédibilité tout entière d'un système, évidemment, s'effondre, même si les poursuites pénales existent déjà pour les gens qui violent le secret. Mais enfin, cette délocalisation des compétences, soit individuelles, soit collectives, elle a évidemment beaucoup de valeur, en tout cas à nos yeux, et la DRSD, la DGA passe beaucoup de temps et consacre beaucoup de moyens sur mes instructions à suivre cela, qui nous amène aussi la question de la prise de contrôle des entreprises. Donc là, c'est plus Bercy, comme vous le savez, qui est compétent, mais c'est un sujet clé, parce que par la capitalisation des entreprises, in fine, c'est pas pour autant que vous accédez à des secrets, parce que c'est plus compliqué que ça. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est antinomique avec notre modèle tel qu'on l'a imaginé. Donc là, on revient à tous les mécanismes que vous connaissez, j'y reviendrai dans un instant avec des exemples précis. Et puis enfin, je crois que c'est clé, un certain nombre d'entre vous, d'ailleurs, l'avaient évoqué au Sénat pendant la LPM, et sur lequel, moi, je pense qu'il faut qu'on continue de bouger tous ensemble, c'est le lawfare, c'est-à-dire, en clair, l'ingérence étrangère par la prescription normative, douce, lente, sucrée de prime abord, mais dont on s'aperçoit ensuite qu'elle prescrit quelque chose qui va au-delà de ce que peut être l'ITAR, mais quelque chose d'encore plus complexe, et sur lequel je porte une vigilance particulière à ce que la Commission européenne peut faire en relais de telles ou telles préoccupations ou volontés, y compris outre-Atlantique. Donc je crois qu'on regarde les ingérences étrangères comme étant toujours quelque chose de brutal. Non, ça peut être fondamentalement légal. Et ça, je crois que c'est quelque chose sur lequel, y compris quand le Parlement est saisi de transposition de directives et autres, je pense qu'on a un travail collectif à faire. Je le dis à dessein ici, en n'ayant pas toute la solution entre mes mains, mais je crois que c'est important de vous le signaler. Un ou deux chiffres, vous disais-je, qui n'ont jamais été donnés. Si je vous parle d'attaque directe ou par rebond, espionnage, sabotage, pour être très clair, 80% de ces attaques ciblent les sous-traitants. Voilà, donc là, vous commencez à vous mettre sur la piste de quelque chose qui nous concerne très directement. C'est sûr que Dassault, c'est sûr que Thales, c'est sûr que Safran ont développé des capacités internes importantes de protection, mais le petit sous-traitant en province qui produit la pièce, le composant majeur ou connexe, mais clé, sont les plus violemment, potentiellement exposés à ces risques d'ingérence étrangère, amicales ou inamicales, mais même si elles sont amicales, elles ont quelque chose d'inamical. Donc il est clair que là, c'est un point de vigilance important. Et tout de même, en 2021, les atteintes sur ces entreprises, mesdames, messieurs les sénateurs, c'est une quarantaine de cas qui se sont faits de manière physique. Intrusion, cambriolage, tentative d'approche, une cinquantaine en 2022 et une cinquantaine en 2023. Donc on n'est pas sur une petite opération de cyberattaque, on est bel et bien sur une opération beaucoup plus structurée, documentée, de gens qui, au gré d'une visite, au gré d'un cambriolage qui apparaît comme étant quelconque, qui tentent une intrusion dans une industrie de défense, dans un sous-traitant de l'industrie de défense, et dont il nous est clairement apparu que ça n'avait rien de domestique, mais bel et bien commandité depuis un acteur étranger. Ça, ce sont des exemples très précis sur les influences/ingérences étrangères, à l'ancienne, mais cinétiques, réelles, concrètes, et qui mobilisent beaucoup de moyens, évidemment, pour le ministère. Vous savez ce qui a été mis en place dans le cadre de la programmation militaire, je n'y reviens pas. Ça nous amène quand même, néanmoins, à 2-3 séries quand même de vigilance. La première, la BITD elle-même, elle doit investir pour sa propre protection cyber, protection matérielle. Enfin, le ministère des Armées est un client avec l'argent du contribuable. Donc, quand il achète quelque chose et qu'il habilite des gens au secret défense, par définition, il faut aussi que ces entreprises prennent les dispositions qu'il convient à une habilitation secret défense. Et parfois, nous sommes obligés de le rappeler de manière un tout petit peu cardiaque, parce que ce n'est pas un droit d'option, c'est une obligation que vous avez décidée dans la loi de la République, et donc évidemment il faut la faire appliquer. Et puis sur la prise de contrôle capitalistique des entreprises, c'est donc les dispositifs de contrôle des investissements étrangers en France. Comme je vous le disais, c'est Bercy qui pilote, enfin en général nous sommes force d'impulsion. On a tous suivi Sego
comme sous-traitant de la dissuasion, nous avons dit non. Photonis, qui est un fournisseur pour nos forces spéciales, qui est d'ailleurs depuis entré en bourse, là aussi nous avons dit non. Puis inversement, il y a un autre cas qui a été médiatisé, Excelia, sur lequel il a pu être dit oui, mais avec des conditions très précises et très rigides. Je le dis parce que souvent, questions gouvernement et autres, ce sont des sujets qui peuvent prendre un tout petit peu la lumière. Mais, mesdames, messieurs les sénateurs, vous n'échapperez pas du cas par cas. Parce que parfois, elles se disent stratégiques, ces entreprises, mais elles ne le sont pas toujours autant qu'on veut bien le dire. Inversement, parfois, elles n'ont rien de stratégique qu'à premier coup d'œil. Et on s'aperçoit en fait qu'elles font un tout petit truc résiduel qui fait 1% du chiffre d'affaires, mais qui nous intéresse terriblement. Et parfois, on n'a pas le droit de le dire publiquement. Puis, ce n'est pas très élégant de dire qu'une entreprise qui se dit stratégique ne l'est pas. Donc, le sujet n'est pas toujours facile quand il est traité trop médiatiquement et trop politiquement, je suis honnête avec vous. Mais en tout cas, à chaque fois, on a quand même pu éprouver les mécanismes qui permettent de faire des choses. En tout cas, je n'ai pas de cas qui permettent de dire le contraire. Il y a des conventions cyber aussi qui sont passées avec les boîtes. J'ai demandé à ce que mes équipes puissent les transférer à la commission d'enquête pour que vous puissiez aussi avoir des documents que le ministère commence à injecter dans la base industrielle et technologique de défense pour que vous puissiez voir aussi un tout petit peu de manière formelle et formalisée à quoi ça ressemble. Deuxième volet, et j'accélère pour ne pas être trop long, pardon, mais je voulais vous donner des éléments un peu précis, j'espère que ça correspond à vos attentes, mais c'est évidemment pas le sujet classique, mais le sujet qui s'affermit du volet plus informationnel de l'ingérence étrangère. Et qui donc pour nous, parce que après tout, il faut mettre des mots sur les choses, pour ce qui apparaît comme étant une opération militaire ou une opération de désinformation étrangère. Le ministère des Armées, il faut donc parler d'opération. Là, c'est important parce que vous avez raison de pointer qui fait quoi, parce que moi, je suis vigilant depuis 2 ans, au-delà du fait qu'il n'y ait pas de redondance inutile, ce qui serait évidemment néfaste et pour l'efficacité et pour l'argent du contribuable cher au sénateur Delège, il a bien raison, c'est aussi que l'immatérialité des frontières en la matière, sur une attaque informationnelle, ne viennent pas à une remise en cause fondamentale du partage du rôle de chaque service de renseignement tel que ça a été décidé par le législateur ou les législateurs successifs au fil du temps. Je vais vous donner un exemple très précis. Il y a quelque chose qui concerne le ministère des Armées, c'est la guerre informationnelle autour de ce que font ou fait l'armée française. Là, pour le coup, c'est la compétence des armées. L'exemple, d'ailleurs, il avait été largement documenté pendant le débat que le groupe socialiste avait demandé sur le bilan des interventions Serval et Barkhane en Afrique dans l'hémicycle. Il est clair que Wagner se livre à une manœuvre informationnelle sur la base de Gossi, qui faisait l'objet, comme vous le savez, d'une restitution aux FAMA, aux forces armées maliennes. Wagner organise un faux charnier. Ce faux charnier, il s'en sert pour accuser l'armée française de crimes de guerre, sauf que nous avions mis un certain nombre de dispositifs de surveillance qui nous a permis de confondre leur agissement et de dénoncer clairement la manipulation, une opération militaire menée par Wagner de désinformation faisant peser sur la nation française et sur notre pays un risque de réputation majeur dont vous savez en plus que le continent africain n'est pas sans porosité dans la capacité à développer ce genre de fake news. Bon, ça, c'est évidemment, on est en dehors du territoire national, on est sur un désengagement des forces armées françaises, c'est le ministère des Armées qui fait l'attribution, c'est le ministère des Armées qui fait la dénonciation et qui donne les éléments publiquement, soit aux parlementaires, soit à la presse, qui nous le demande, à vrai dire, c'est une démocratie, pour le faire. Le schéma est clair et c'est un bon cas pratique. Deuxième cas pratique, vous avez la Fédération de Russie qui usurpe un nom de domaine officiel de recrutement pour l'armée française, et on suivi ça, s'engager-ukraine.fr, c'était le 15 mars dernier, pour tout simplement dire l'armée française va se déployer en Ukraine, donc engagez-vous, engagez-vous, donnant une forme de faux crédit à une fausse information avec un détournement de la parole du président de la République, comme vous le savez, a choisi d'avoir un verbatim précis pour créer ce qu'on appelle une ambiguïté stratégique. Le principe de l'ambiguïté, c'est que c'est ambigu. Et évidemment, les Russes s'en sont servis pour emmener l'ambiguïté du côté qui les intéressait, pour venir, non pas créer un effet cinétique en Ukraine. L'armée française n'a pas mis de troupes au sol en Ukraine. En revanche, pour créer évidemment un débat en politique intérieure française. Et c'est là où on est
voyez, on commence déjà à être à cheval sur les deux frontières, parce qu'il s'agit d'interagir sur un débat politique intérieur. Enfin, ce n'est pas au ministère des Armées, au ministre, parce que c'est un homme politique responsable devant le Parlement, responsable pénalement devant la CJR. Ce n'est pas aux forces armées de s'engager dans un débat politique, évidemment, pour ce faire. En revanche, attribuer que l'URL en question est fausse, être capable techniquement de donner les preuves que tout ça ne compte pas, et mieux que ça, qui est derrière, ça, pour le coup, c'est le travail des services techniques du ministère que d'apporter cette preuve-là. Et l'enjeu, vous l'avez bien compris, c'est de quelque chose qui pouvait se faire un peu à la main, pardon cette expression, de manière un peu artisanale jadis. Comment, alors l'IA va beaucoup nous y aider, et toutes les applications d'intelligence artificielle militaire vont nous y aider, mais comment vous l'industrialisez si vous avez une fake news à 9h, une fake news à midi, une fake news à 17h, et que, évidemment, BFM vous appelle, la question au gouvernement, au Sénat est déjà prête, et comment, dans la minute, vous devez être en situation de dire, évidemment, c'est faux, ça, c'est facile à dire, mais surtout d'en apporter la preuve, puisque, vous le voyez bien, la parole officielle vaut désormais n'importe quelle parole d'un anonyme sur un réseau social. Ça, on l'a vu avec tous les faux médecins pendant le Covid. Enfin, nous n'y échappons pas non plus, y compris avec les faux experts sur des vrais plateaux de télévision. Et ça, c'est un enjeu majeur. Imaginez que nous n'ayons pas mis ces drones au-dessus du faux charnier de Gossy, la base française de Gossy restituée au FAMA. Si nous n'avions pas pu produire dans les 2 heures qui ont suivi les images où on voit les mercenaires de Wagner déterrer les cadavres et les réenterrer, c'est absolument immonde. Mais les images ont plié le match. Enfin, c'est parce que la petite cellule ASO de l'état-major des armées s'est dit qu'il y avait un risque potentiel. Et comme toutes les mesures de vigilance, parfois elles sont fondées, parfois elles sont infondées. Ici, elles étaient fondées. Et ça nous a permis d'avoir les matériaux pour le démontrer. Mais on revient à quelque chose qui est tout le contraire d'un droit pénal, dans lequel il faudrait démontrer la culpabilité et instruire à charge et à décharge. Dans le jeu des compétitions entre les grandes puissances, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est forcément à charge, et donc il faut imaginer pour nos services quelque chose qui doit être à décharge. Et ça, c'est pas qu'une affaire de moyens, c'est pas qu'une affaire d'argent, c'est aussi une affaire de doctrine, et c'est aussi d'accepter que parfois, on peut ne pas avoir de chance et voir des manipulations qui sont grossières et les voir venir d'un environnement auquel on ne s'attend pas. Alors on pourrait revenir sur les affaires de tags, quand même, je donne un autre exemple que Gossy, qui n'est pas inintéressant, parce que j'ai eu à le suivre moi-même, directement. Quand la Fédération de Russie, par, je crois, le porte-parole du ministère de la Défense ou le porte-parole du Kremlin, je ne sais plus, je m'en excuse, annonce une frappe dans laquelle des militaires français seraient morts en Ukraine, et produit sur les réseaux sociaux une liste de militaires français tués en Ukraine. Bon, évidemment, je vais mieux vous dire que je ne pouvais pas douter que ce soit vrai. Enfin, je me suis dit, cette liste, qu'est-il? Et puis vous avez quand même plein de journalistes tout à fait honorables qui ont appelé en disant, mais c'est vrai, pas vrai, parce qu'il y a un truc dont on ne pourra pas malheureusement gérer, c'est la crédulité des gens. On pourra toujours faire des propositions de loi portant interdiction de la crédulité des gens. Malheureusement, ça ne produira pas d'effet dans le droit positif dans les cerveaux de nos concitoyens et même parfois de certaines élites. Et donc, vous avez des journalistes qui nous ont appelés en disant, mais est-ce que c'est vrai, etc. Et donc, j'ai tout de suite donné instruction au bureau réservé et à la DGSE, la DRM et à l'EMA, l'état-major des armées, pardon, de dire, mais cette liste, elle s'est composée comment? Il se trouve que ce sont bien des militaires français qui avaient bien mis les pieds en Ukraine, mais pas depuis 2 ans. Ces 10 dernières années, les techniciens informatiques qui étaient venus réparer les ordinateurs de la mission de défense à l'ambassade de Kiev, les militaires français qui avaient pu accompagner telle ou telle mission de parlementaires, d'ailleurs je crois, en 2015 ou en 2016. Donc vous aviez bien des non-militaires français qui avaient bien mis les pieds en Ukraine, mais certainement pas en ce moment, et encore moins pour des opérations de combat. Donc vous avez des gens qui, d'ailleurs, étaient à la retraite, vivaient paisiblement dans leur village en Bourgogne et ont appris qu'ils étaient décédés en regardant la télévision. Bon, mais ça, c'est parce qu'en seulement quelques heures et jours, à vrai dire, heures pour nous et pour la publication, j'ai pris un peu plus de temps, 4 ou 5 jours, si ma mémoire est bonne, on a pu, pour chaque nom, dire quand est-ce que cette personne avait été en Ukraine, etc. Mais, vous voyez, pour un truc faux, rapidement monté sur un communiqué de presse russe, et tout le travail de recherche pour venir ligne par ligne, venir établir une contre-vérité, vous voyez quelque chose d'asymétrique quand même dans l'effort à produire.
Enfin, ça nous est tous arrivé pendant nos campagnes électorales. Sauf que là, on est évidemment sur quelque chose qui prend une dimension complètement différente et qui est évidemment très, très importante de l'avoir en tête. Si je vais plus loin, mais après je me tais, je fais très attention aussi à ce que les armées ne soient pas employées justement pour faire une lutte informationnelle qui aurait une répercussion sur le territoire national. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de frontières. C'est quand vous commencez à mener... Imaginez, je vais prendre un cas pratique qui n'existe pas. Dans 5 ou 10 ans, un président de la République décide d'envoyer un corps expéditionnaire dans un grand pays dans lequel on a des milliers de ressortissants pour les protéger ou les évacuer. Malheureusement, cas de figure de mission, comme vous le savez, peut exister. Vous avez, autour de cette manœuvre, opération d'évacuation et de protection de ressortissants français, vous avez par définition beaucoup de fake news, potentiellement iraniennes, russes, etc., qui viennent dire que l'armée en question française envahit tel pays, que l'armée française va mener telle ou telle exaction. Tout ça n'est pas très virtuel quand on voit ce qui s'est déjà passé et raconté en Afrique. Vous allez forcément avoir le système des armées qui va commencer à se protéger, au même titre qu'elle protège ses forces, au même titre qu'elle protège son ciel, au même titre qu'elle va se protéger en guerre électronique, au même titre qu'elle va se protéger sur le terrain cyber. Désormais, elle va se protéger sur le terrain informationnel. Et on va donc permettre aux armées de communiquer comme elles le faisaient jadis avec un communiqué de presse, sauf qu'elles le feront évidemment avec un tweet, avec le porte-parole de l'EMA qui fera une capsule vidéo et qui dira voilà ce que fait l'armée française, voilà ce qu'elle ne fait pas. Tout ça évidemment sous le contrôle politique du gouvernement comme les textes le prévoient. Très bien. Le problème, c'est que ces vignettes-là, elles sont vues autant sur le territoire national que sur le pays en question. Si c'est de la communication, c'est ce que fait la DICODE que vous avez reçue, c'est normal la communication. On fait tout ça, tous les ministères, Mais si vous êtes sur une manœuvre informationnelle en tant que telle, par définition, il faut quand même faire très attention au rôle de chacun, justement. Et je crois que la guerre d'Algérie nous a appris quand même quelques dérives et que mon illustre prédécesseur, Pierre Messmer, a dû prendre justement suffisamment de mesures pour faire en sorte que les règles d'emploi des armées françaises sur le territoire national soient attentivement respectées. Et donc ça me permet, en effeuillant, de répondre à la question du président Delège, c'est que sur qui fait quoi, je crois que notre organisation telle qu'elle existe part sur de bonnes bases, mais que néanmoins, une vigilance accrue dans les années qui viendront devra être de mise sur les bons équilibres. Au ministère de l'Intérieur, de gérer le territoire national, à la DGSI de gérer le contre-espionnage, la contre-ingérence, aussi parce que la DGSI a des capacités avec des OPJ, et donc pour judiciariser ce qui doit être judiciarisé sous le contrôle du procureur de la République ou d'un juge d'instruction. Au ministère des Armées, le soin de contribuer aux efforts des autres. On le fait déjà, comme vous le savez, la DGSE, chef de file de tout un tas de choses. Tout c'est très clair, vous l'avez dit vous-même dans votre propos introductif, sur la lutte informatique défensive et la lutte informatique offensive. Mais enfin, le boulot du ministère des Armées, c'est de s'occuper des territoires extérieurs et de ne pas s'occuper du territoire national, même si la menace vient de l'extérieur, avec l'exception de la BITD que je vous ai décrite, parce qu'elle a un rôle particulier dans notre organisation, et de toute façon, le législateur l'a voulu comme tel. Et c'est là où l'interministérialité a du sens. Et donc, SGDSN, ANSSI, Viginum, pour plein de raisons qui tiennent à notre Constitution, puisque le Premier ministre et le gouvernement sont responsables de la défense nationale, là où le président de la République est chef des armées. Il y a beaucoup de débats en ce moment sur ces sujets, donc utile de rappeler la Constitution. Eh bien, il y a quelque chose de démocratique dans un état de droit à ce que ce soit les services du Premier ministre qui assument la responsabilité de cette affaire-là, parce que derrière, c'est la Constitution qui le dit, défense nationale, que derrière, il y a la responsabilité gouvernementale devant vous, les parlementaires aussi, qui peut être engagée aussi en fonction des différentes opérations telles qu'elles sont menées. Et ça, je trouve que c'est un point important et qu'on ne peut pas se détacher de notre Constitution dans l'organisation. Après, il y a les systèmes d'efficacité, les redondances, l'anthropophagie des parcours RH pour éviter de se piquer les talents les uns avec les autres. Tous ces sous-sujets, je les ai en tête, je ne veux pas être plus long, ils existent, mais si on raisonne de manière aussi principielle, je pense que ça a la valeur, c'est de faire très attention justement à ce que, au titre de la disparition des frontières par le numérique,
on n'est pas pour autant une remise en question des grands équilibres tels qu'ils ont été trouvés en 1958 sur la répartition des rôles des services de renseignement et des différents ministères sur les sujets de sécurité. Le Sénat y a toujours été d'ailleurs grand garant depuis lors, et je pense que ça va dans le bon sens et qu'il ne faut pas s'en écarter. Pardon, j'espère avoir brossé en tout cas assez largement les points. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci, Monsieur le Ministre. Sans plus tarder, je donne la parole à notre rapporteur en rappelant que dans 25 minutes, nous aurons dû épuiser, autant que faire se peut, le sujet, et j'ai 3 inscrits après le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Je vais faire vite et bienvenue au ministre des Armées dans sa maison. Et effectivement, j'ai bien noté le débat aujourd'hui très intéressant et parfois inquiétant potentiellement sur justement le rôle du Premier ministre dans la lutte contre les ingérences. Et je ne vais pas aller plus loin, mais chacun retiendra cela. 3-4 questions très rapides. La première, c'est, si j'étais un peu taquin, je commencerais par vous dire, est-ce qu'après le Mali, est-ce qu'on vit en Ukraine, est-ce qu'après AUKUS, il y a eu justement une amélioration de notre capacité de lutte contre les ingérences. Je fais référence notamment dans le dernier exemple sur un livre qui vient de sortir actuellement sur la question des sous-marins australiens. Je propose de prendre, on fait des questions-réponses comme ça rapides pour, si on est d'accord, Monsieur le Ministre. Bon, on est retransmis, donc j'avais été plus loin devant la DPR, une question similaire qui m'avait été posée. Je dis ça parce que je suis sous serment, mais je ne peux pas non plus violer le secret défense, parce que sinon j'aurais d'autres problèmes par ailleurs. Il y a une question de principe, c'est juste la surveillance de vos propres amis, et AUKUS, c'est ça. Ce n'est pas une manœuvre qui... Si vous voulez, c'est pas un grand compétiteur français qui est venu rafler le contrat sous notre nez. Ce sont nos alliés. Donc je pose ça là, mais j'invite aussi le Parlement d'ailleurs à réfléchir à ça. Je n'étais pas ministre des Armées à ce moment-là, mais j'ai quand même regardé de près. Il y avait quand même quelques signaux faibles d'insatisfaction vis-à-vis de Naval Group qui n'ont peut-être pas été pris suffisamment. Florence l'avait fait, mais peut-être que ça a été banalisé. Donc il faut savoir aussi entendre quand un client n'est pas content. C'est comme ça. Bon, puis 3, moi je m'en suis expliqué avec les nouvelles autorités australiennes. La réalité aussi, c'est qu'on est tombé sur un gouvernement qui a complètement fait son pivot, qui d'une sous-marinade à propulsion conventionnelle pour de la sécurisation domestique d'abord de l'Australie a choisi d'opter pour de la propulsion nucléaire, se fâchant de par là même avec son grand voisin qui est la Nouvelle-Zélande, envoyant de par là même un signal qui n'avait rien à voir vis-à-vis de la Chine, parce qu'évidemment une propulsion nucléaire, une propulsion conventionnelle, ça n'a rien à voir, se fâchant de par là même avec nous, et d'ailleurs ça a coûté cher aux contribuables australiens, comme vous le savez, et ça pour le coup j'ai eu à en connaître comme ministre des Armées, le dédommagement de Naval Group a été fait rubis sur l'ongle, et Naval Group n'a pas perdu d'argent dans cette affaire, c'est bien la moindre des choses, mais enfin ça a quand même coûté de l'argent aux contribuables, et d'ailleurs le nouveau gouvernement australien a dû s'en expliquer devant son Parlement. Bon bref, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette opération-là. Non, je ne mettrai donc pas AUKUS sur le même plan que l'Afrique. Voilà. Alors après, je le dis souvent aux équipes du ministère des Armées, il y a ingérence et ingérence. Enfin, de tout temps, si vous voulez, des services étrangers ont distribué des billets de 50 € à des gars pour se mettre avec un drapeau russe devant une ambassade française en l'agitant, en disant « Vive Vladimir Poutine ». Et d'ailleurs, comme j'ai la faiblesse de penser que nous sommes la France ne va pas se laisser intimider par 50 personnes qui, payées, agitent un drapeau russe devant une ambassade. Ou alors on n'est plus la France, mais ça c'est un autre débat. Le vrai sujet, c'est comment c'est justement nous arrivons à le détecter, à l'attribuer, et je mets peut-être le pavé dans la mare, mais à faire en sorte aussi qu'il n'y ait pas une crédulité, comme je le disais, en disant, vous voyez, la France est détestée en Afrique, la population préfère les Russes. C'est sûr que vous distribuez des billets de 50 € ou 100 € à des gens pour qu'ils aillent manifester devant les ambassades, vous êtes beaucoup plus populaire. Donc, j'en fais exprès de donner ces exemples parce qu'ils ont été documentés. Pour le coup, c'est quelque chose de réel là, que je vous raconte. Donc je pense que, pour répondre très précisément à votre question, moins de naïveté. Voilà, moins de naïveté de notre part. C'est pas forcément plus d'argent, c'est pas forcément plus de technique, c'est pas forcément un changement de doctrine, c'est un état d'esprit. Mais du vôtre, du mien, des forces armées, des journalistes, moins de naïveté permettra aussi de regarder le monde tel qu'il devient et non pas tel qu'on aimerait qu'il soit. Autre question rapidement sur la partie industrielle BITD et dans les auditions, ce qu'on a pu constater, alors on avait ciblé effectivement la question des sous-traitances, nous n'avions pas les chiffres, donc encore une fois, merci Monsieur le ministre pour cela. Mais on se rend compte qu'il y a 2 aspects. Donc, vous avez évoqué, peut-être, ma question c'est peut-être développer un peu sur quels sont les moyens justement de renforcer la sécurisation de la BITD. Donc,
peut-être aller un peu plus loin que ce que vous l'avez dit tout à l'heure. Et deuxième chose, on a pu constater aussi sur la question de tout ce qui est programme aux technologies souveraines. On l'a vu notamment sur des programmes informatiques où, aujourd'hui, on achète des programmes informatiques d'un ami, parfois compétiteur, et on y ajoute une dose, comme on dit, de souveraineté en disant « cela nous protège ». Donc la question, c'est est-ce que ce n'est pas temps d'avoir là aussi, quels seraient les moyens pour vous d'une industrie souveraine sur toutes ces questions-là, notamment gestion de données, de data ou autres. Peut-être intéressant si vous avez là aussi des pistes à proposer à la commission d'enquête à ce stade. Question précise, un exemple précis en réponse, l'IA. Enfin, je suis frappé de voir que le thème et le débat ne poussent pas plus que ça sur la place de Paris, sur notre dépendance éventuelle, si on n'y prend pas garde, des GAFA. Déjà. Elle existe déjà. Alors oui, mais sur des applications qui à ce stade ne sont pas souveraines ou d'une sensibilité absolue. Vous voyez, sur l'IA au ministère des Armées, c'est un bon cas pratique de réponse pour la BITD aussi. Bon, vous avez des applications d'IA, c'est pour gérer les feuilles de salaire des fonctionnaires civils du ministère des Armées. Très objectivement, est-ce qu'il faut que la France développe à tout prix son propre système d'IA pour le faire? Peut-être. Est-ce que c'est forcément de l'argent public qui doit le faire? J'ai un doute, parce que globalement, le marché français doit nous permettre d'avoir des applications commerciales grand public. Inversement, si vous avez des besoins d'IA pour des applications particulières sur la dissuasion nucléaire, sur des planifications d'opérations pour le COS, enfin des choses sensibles en clair, il va sans dire que non seulement il faut les développer nous-mêmes, et il y aura d'ailleurs un beau débat à avoir. Est-ce qu'il faut le faire en sous-traitance? Mais alors qu'on sous-traite des choses pour la dissuasion nucléaire, le M51, le Rafale, bon. Ou est-ce qu'au contraire, on revient à une logique d'arsenalisation et on se dit que sur certains métiers cyber et IA, on redéveloppe en interne avec la DGAMI, avec des jeunes élèves issus de Polytechnique, etc. Ça, c'est un sujet absolument clé parce que l'arsenalisation est quand même un des moyens aussi de se protéger de ça. Ou de la sous-traitance à des industriels dont on sait comment ça fonctionne, j'ai cité le Rafale, etc., et sur lequel l'intégrité des programmes est parfaite et complète. Ça va nous amener pour l'IA, c'est les annonces que j'ai faites, non seulement à fixer de la compétence, parce que je vais vous dire une chose, la principale évaporation, c'est de voir que dans ces GAFA, ça parle français à tous les étages, parce qu'on n'a pas forcément vu que ça montait, et donc on les a laissés partir. Et ça, moi, j'ai un petit plan en interne pour récupérer des gens, je ne rentre pas dans les détails, parce que objectivement, c'est fait à la loyale, c'est fait légalement. Enfin, si on est suffisamment idiot pour laisser partir des gens... Alors, la sénatrice Goulet me fait comme ça, elle a raison, il y a les barèmes de rémunération, mais il y a aussi l'intérêt des missions que l'on donne. Et c'est là où nous, le ministère des Armées, on peut proposer des choses intéressantes, parce que la DGSE, la DGA, etc., vous avez des missions qui, par définition, sont interdites à l'extérieur et sont permises ici. Donc ça, pour le coup, évidemment, ça va. Et puis surtout, les infrastructures, le hard. C'est-à-dire que c'est pour ça que moi, je souhaite que nous ayons notre propre supercalculateur pour les armées en matière d'IA, non interconnecté à un réseau, permettant de faire tourner de l'IA classifié secret défense, voire très secret pour les sujets très touchy, en mauvais français, parce qu'en fait, on en a absolument besoin. Et c'est là où le modèle de la dissuasion est intéressant, parce que comme il y a déjà une matrice, un référentiel, si vous voulez, dans la manière de vivre la dissuasion, en fait, on peut le réappliquer à d'autres applications. Moi, je considère que l'IA vaut l'atome en termes de rupture sur le terrain tactique et stratégique pour nos armées et que, par définition, ça vaut le coup d'investir massivement là-dessus. Voilà, c'est un exemple parce que votre question, elle peut appeler plein de débats. Non, mais c'est parfait et on partage d'ailleurs par ailleurs. Donc là-dessus, il n'y a pas de suite. Dernière question pour pas... parce que, juste, pour prolonger, tout à l'heure, vous évoquez le GAFAM. C'est vrai, on le voit d'ailleurs dans la défense américaine où aujourd'hui, l'imbrication forte entre des GAFAM et des éléments de sécurité nationale américains font qu'on s'interroge d'ailleurs sur, à la fin, comment tout ça fonctionne et qui, finalement, soutient qui et qui protège qui dans le dispositif. Mais je finis là. Dernière question pour laisser de la place à mes collègues. Vous avez fait tout à l'heure une sorte de moue, si je peux me permettre, Monsieur le Ministre, quand le Président évoquait la question de la stratégie. Alors oui, vous avez évoqué tout à l'heure, et on le voit dans les auditions, chaque ministère, différentes administrations nous disent effectivement voilà ce que nous faisons, voilà ce que nous pouvons faire, voilà notre environnement avec lequel nous travaillons, vaisseau amiral, Vigilim, etc., etc. Tout ça est vrai. À ceci près que plus on s'éloigne des ministres régaliens, et ça devient plus évanescent, flottant, ou en tout cas parfois d'ailleurs assez mystique. J'en termine là. Mais pour pas être plus loin. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut aussi s'interroger, et c'est pas encore une fois une critique, c'est que je le dis souvent, comme dans le cyber où il y a eu d'abord du tâtonnement, d'abord de l'empirisme, aujourd'hui c'est devenu une vraie stratégie. Et ce qu'on essaie de porter par là, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui beaucoup de choses sont faites, mais on voit bien qu'il y a la question de la coordination, certes de l'État,
mais également des collectivités, de la société civile. Et c'est en cela que nous disons une stratégie avec un volet bien évidemment confidentiel, un volet public, et comment finalement la population, on le voit par exemple à Taïwan, on le voit par exemple en Scandinavie, participe sensiblement à ce débat global. Et c'est en cela que nous parlions de stratégie. Et très honnêtement, et je vous demanderai votre avis sur cette idée de stratégie, je vous donne un exemple. Le vaisseau amiral aujourd'hui qui est vigile sur la guerre informationnelle, et encore une fois, c'est un hommage que je leur rends, ils sont de très grande qualité, chacun peut le dire, mais c'est à ce jour 40 ETP sur la question de la détection, de l'identification et de l'attribution. Et face à des vagues de compétiteurs, via leurs bots, etc., on voit bien qu'on a un problème d'échelle. Donc c'est en cela que nous considérons que peut-être une stratégie aujourd'hui, à plusieurs niveaux, peut être aujourd'hui un élément aussi de lutte pour associer l'ensemble de la population sur ce qu'est la guerre informationnelle. Donc ma question, c'est votre avis sur cela, votre perception d'une stratégie nationale qui pourrait être portée dans les prochains mois. Je n'irai pas plus loin, puisque nous rendrons notre rapport fin juillet, et donc nous verrons à ce moment-là ce qu'il en adviendra. Alors, je partage la philosophie et le sens de marge de votre question. Je pense qu'il faut distinguer l'informationnel du cyber. Parce qu'en fait, si on veut des stratégies vraiment efficaces... je sais pareil, je donne un exemple historiquement. Je pense qu'il faut les casser en petits morceaux pour avoir des choses qui soient efficientes. Donc je vais prendre cyber et informationnel pour être rapide. Cyber, moi je suis frappé de voir que nous n'embarquons pas assez tout le monde. Alors moi j'essaie de faire mon boulot avec les industries de défense, etc. Mais je l'ai dit de nombreuses reprises en interne, c'est d'ailleurs un sujet qui me semble-t-il du niveau du Premier ministre, et je le dis à dessein ici au Sénat, les collectivités territoriales. On y revient. Chez vous, vous payez votre système d'alarme si vous en avez un, votre serrure, vos fenêtres, etc. Et puis, si des gens rentrent chez vous parce que vous avez mis ni barreaux, ni fenêtres, ni serrure, ni système d'alarme, bah, globalement, les assureurs, les policiers, les gendarmes, la loi de la République vous disent bah, c'était quand même à vous de vous protéger un minimum. Et puis, une fois que vous êtes quand même victime d'un cambriolage, bah, vous appelez le 17, les gendarmes ou les policiers viennent, l'autorité judiciaire prend la main, etc. Vous avez donc, par là même, une répartition des rôles entre ce que les individus ou les collectivités ou les entreprises ou les associations doivent faire et ce que la puissance publique vient faire. Sur le cyber, qu'est-ce qui relève de l'antivirus qui n'avait pas été mis sur l'ordinateur de la mairie? Et je ne vois pas pourquoi ça serait à l'État de s'occuper de l'antivirus sur l'ordinateur de la mairie. Mais en même temps, si on est sur une menace qui dépasse même la seule notion d'un antivirus, bah, il est bien normal que l'État vienne au secours de la collectivité locale en question. Et ça, c'est pas tranché complètement, me semble-t-il. Et d'ailleurs, une collectivité locale n'est pas une entreprise. Même si une entreprise, on les adore, mais enfin, une collectivité locale rend le service public. Donc, elle est dans la puissance publique de notre organisation. Et en fait, on voit bien que sur le cyber, je pense qu'on a un sujet de mobilisation générale, parce que je pense que nous ne sommes qu'au début de nos ennuis. Et qu'au regard du comportement russe, essentiellement, et d'ailleurs de la sphère russophone, si on va au-delà même, pour être précis, je pense que la violence des attaques ne va pas aller en s'arrangeant. Et là, il faut être clair sur qu'est-ce qui relève de votre sécurité personnelle, et donc ce qu'on demande aux citoyens, aux collectivités, aux entreprises de faire, ce que je disais tout à l'heure pour les boîtes de défense, le ministère des Armées, comme client en habilitant secret défense, ses clients, bah, bien en droit d'attendre un niveau de sécurisation des emprises, etc. etc. Et qu'est-ce que l'État doit apporter, mettre dans la corbeille de la mariée. Ça, c'est à mon avis clé. Informationnel, la démarche peut être faite de la même manière. Je ne sais pas si vous avez commissaire à la culture ici, mais on n'échappera pas aussi à des discussions avec la communauté des journalistes. Enfin, au fond, donner une information avec une carte de presse ou donner une information sans carte de presse, c'est quand même pas complètement la même chose. Ou alors, c'est que la carte de presse sert à rien, si ce n'est un avantage fiscal. Bon, c'est pas le but du jeu. Donc, en fait, non, mais il faut dire les choses. Parce qu'il faut dire les choses. Donc, la réalité, c'est qu'on revient aussi à la source de l'information, à la certification de la source de l'information. Et sachant que la certification est un problème en soi, parce que de dire ce qu'est la vérité, vaste sujet en philosophie. Donc, en fait, je pense que là... Et qui l'a dit ? Et qui l'a dit. Et c'est pour ça que moi, j'ai essayé dans ma maison depuis 2 ans d'être techniquement précis en se disant ce que je vous disais tout à l'heure. Détection, attribution, y mettre du concret, étayer techniquement les choses, parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen de contre-attaquer. Pardon, hein, c'est un sujet qui pourrait appeler plusieurs développements encore. Merci à vous. Bien, on va faire un tir groupé avec Madame Goulet comme premier intervenant pour 1 minute 15.
Merci de votre générosité, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. 3 questions. La première sur la sensibilisation. Est-ce que vous pensez que les actions sont suffisantes? Est-ce qu'elles doivent être améliorées? Je pense notamment au risque industriel que vous avez soulevé et qui est, à mon sens, très important. Notre commission s'est beaucoup focalisée sur la guerre informationnelle, mais je pense que la guerre industrielle l'est tout autant. Je remarque que notamment les gendarmes font un énorme travail auprès de populations ciblées pour les prévenir et aussi dans cette maison où nous avons les uns et les autres eu des actions de sensibilisation aux influences étrangères. Je pense que ça c'est très important. Donc comment voyez-vous les actions de sensibilisation? Est-ce qu'il faut penser à en faire plus? La deuxième est une question de coordination qu'on a beaucoup évoquée. Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas temps de monter un système qui serait proche de celui des États-Unis, où finalement le droit, l'économie et le fisc constituent une task force pour protéger les entreprises américaines, y compris avec l'extraterritorialité du droit? Mais il me semble que quand tout le monde fonctionne en même temps, dans le même sens, c'est aussi très important. Est-ce que vous pensez qu'on est proche de cette coordination entre le droit, le fisc et l'économie? Et puis la troisième question, quelle est, à votre avis, l'influence étrangère qui est intervenue, s'il y en a eu une, au niveau de l'exposition Eurosatori? Merci. Monsieur Le Gleut. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez évoqué les attaques sur les sous-traitants en termes de BITD, et notamment sur les questions d'espionnage. Alors, au-delà des actes de cambriolage ou de vol, il y a la question du recrutement, des directions des ressources humaines. On imagine qu'un petit sous-traitant n'a peut-être pas les moyens d'investigation nécessaires pour être certain de ne pas recruter quelqu'un qui ensuite agira par espionnage. Et donc, dans ce cadre-là, comment le ministère des Armées peut-il accompagner ces sous-traitants qui ont des éléments stratégiques? Et puis, deuxième question sur les cyberattaques. Une fois la détection et l'attribution réalisées, vous avez parlé de légitime défense et donc de nécessaires contre-attaques. Mais comment une démocratie comme la nôtre, État de droit, peut-elle agir dans ce cadre? Je vous remercie. Merci, Madame Paoli-Gagin. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai un premier sujet qui est un peu à la fois en connexion avec l'offert embarqué, je dirais, et infrastructure. Je pense que les technologies ne sont pas agnostiques et que finalement l'Europe a raté le virage des infrastructures technologiques qui a été pris par les GAMAM et donc on subit actuellement. Est-ce que vous pensez qu'on devrait reprendre la main au moins sur l'infrastructure cloud, ou bien est-ce que finalement c'est pas pertinent de savoir où sont hébergées nos données et comment on les traite? Le deuxième sujet, vous l'avez évoqué, il est plus sur la vision macro qui semble indispensable. On l'a vu, il y a des agences qui sont civiles, qui sont militaires, il y a des services... il n'y a pas vraiment d'approche interministérielle avec un coordonnateur qui aurait cette vision macro. Est-ce que vous pensez que c'est indispensable pour qu'on ait des réponses plus sharp par rapport à la menace, en fait, plus ciblées, et qui irait jusqu'au territorial? Je pense aussi CERT, etc. Parce qu'en fait, comme vous le disiez, les vulnérabilités, elles sont décentralisées aussi. J'ai porté personnellement ici, sur le projet de loi de simplification, un renversement de la charge de la preuve pour l'assurance cyber. Je n'ai pas réussi à prospérer, mais en fait, c'est un point très important pour permettre aux collectivités aussi de se protéger, c'est l'assurabilité des systèmes. Or, aujourd'hui, en France, on a un système qui est à front renversé de chez nos voisins en termes de charge de la preuve par rapport aux assureurs. Et enfin, dernier point, vous avez parlé de... Pardon ? Vous avez parlé de la naïveté, et je suis d'accord avec vous. Est-ce que la meilleure défense, finalement, c'est pas l'affermissement des forces morales, l'éducation et est-ce que c'est pas la meilleure protection, en fait? Monsieur le Ministre. Vous me donnez combien de temps pour faire la réponse? Je vais être militaire et discipliné, je vais rentrer dans le cal. D'accord. Merci, Monsieur le Président. J'essaie quand même de le faire hyper rapidement. Madame la sénatrice Goulet, bon, sensibilisation, est-ce que c'est suffisant? Chez les industries de défense, il faut recommencer à chaque fois. Qu'est-ce que me disent les grands patrons?
c'est que ça fonctionne mieux quand c'est la DRSD, la DGA qui le font, que lorsque c'est la hiérarchie des entreprises en question qui le font. Et en même temps, je leur dis, d'accord, mais enfin, chacun doit quand même prendre ses responsabilités en la matière. Non, mais si je fais la conjugaison des questions entre elles, non, il n'y a pas assez de sensibilisation tout court. Mais souvent, quand des journalistes m'interrogent, je leur dis, c'est quoi votre plan de résilience cyber pour votre rédaction ? Qu'est-ce qui nous garantit qu'un grand quotidien demain va sortir l'article tel qu'il a bien été écrit par le journaliste et validé par la rédaction en question et pas par un jeu de substitution? J'ai eu cette conversation avec le président Larcher il y a de cela quelques temps, mais quelles sont les mesures de sensibilisation d'un sénateur nouvellement élu au Sénat? Non mais, vous voyez, je pense que c'est une œuvre globale, parce que dans la manipulation et les ingérences étrangères, je n'ai pas voulu m'écarter de ma condition. Mais enfin, pardonnez-moi, mais les parlementaires, vous êtes des cibles de choix. Il faut se le dire clairement. Cibles de choix. Et parfois, d'ailleurs, dans certains débats parlementaires, on peut entendre des choses, ou même voir des amendements qui peuvent quand même suggérer des choses originales, j'en dirai pas plus. Mais il faut se le dire. Donc, la sensibilisation de manière globale, là où il y a du pouvoir médiatique, politique, culturel, etc., il doit y avoir sensibilisation. C'est vrai de l'information et c'est vrai du cyber. Et j'insiste, les infrastructures médiatiques, etc., méritent un sursaut, à mon avis, en la matière, largement. En tout cas, c'est un exemple. Coordination, droit, fiscalité, enfin, administration fiscale, etc., je trouve que ça ne fonctionne pas si mal. Et là aussi, je vais conjuguer les réponses entre elles sur la vision macro, Madame la sénatrice, interministérialité. Alors, je vais être direct, je ne vais pas me faire des amis, mais au moins ça sera dit. Mon expérience, en 2 ans, c'est que je trouve que la dynamique horizontale fonctionne bien. Parce qu'SGDSN, et si le général de Gaulle l'a voulu, ce n'est pas une mauvaise chose, cette affaire de SGDSN, et qu'il y a beaucoup de moyens désormais pour le faire, que globalement, dès que le SGDSN demande quelque chose à l'un des ministères, c'est fait. Et si on décide de suivre un cas particulier, un incident, une tentative, etc., très vite, il y a une espèce de task force, de plateau qui s'organise et tout le monde se met autour de la table. Et ça, je trouve que s'il y a bien quelque chose qui fonctionne mieux, si vous voulez, c'est ça. Là où je ne vais pas me faire des amis, c'est que je trouve que ça laisse à désirer dans certains ministères en verticalité. C'est-à-dire que l'horizontalité, c'est l'interministérialité. Je pense, comme ministre des Armées, qu'elle fonctionne bien. Ça peut toujours mieux faire, mais enfin, quand je vois ce que les grands anciens me racontent de comment ça fonctionnait, si vous voulez, c'est le jour et la nuit. Il faut le dire et l'acter, je crois. En revanche, si vous avez la tête des administrations, des ministres, des cabinets ministériels, des directeurs d'administration centrale, qui considèrent au fond que ce n'est pas leur boulot, parce que c'est le boulot du ministère de l'Intérieur, du ministère des Armées, pour être clair, et que derrière, ça ne redescend pas au hasard dans chaque ARS, au hasard dans chaque rectorat, ça au moins, ça sera fait, forcément, on ne pourra pas y arriver. Et donc, c'est plus un sujet de tuyau en verticalité que l'horizontalité de l'interministérialité. Enfin, Matignon donne les impulsions, la GDSN donne les impulsions, le cabinet Darmanin donne les impulsions, le cabinet civil militaire, le Cornu donne les impulsions. Enfin, j'ai géré plein de choses en 2 ans, donc je vois bien. En revanche, si ça ne redescend pas, évidemment, il y a des difficultés. Et sur le cyber, c'est clé. On ne peut pas demander à l'ANSSI de tout faire. Enfin, on revient à mon affaire de cambriolage chez vous, quoi. Enfin, d'ailleurs, c'est une brigade de gendarmerie de proximité qui vient en général. C'est pas le DGGN en personne qui vient chez vous. Bon, donc je pense que, vous voyez, il faut bien réfléchir à cette organisation-là. Elle a de la valeur, elle a du prix en tout cas, et je trouve que la coordination n'est pas mauvaise. Influence étrangère sur Eurosatory. Bon, ces grands salons sont des salons à haut risque en la matière. Comment dire les choses? Souvent, ce sont des salons à haut risque, mais comme nous sommes à domicile, les intérêts français ne sont pas forcément ciblés en premier, parce que par définition, les protections sont durcies, mais potentiellement, les différents pays peuvent se cibler entre eux pendant le salon. Voilà. Oui, enfin, pour le coup, vous sous-entendez qu'Israël espionne sur le salon d'Eurosatory? Mais quel rapport avec les ingérences étrangères? Non, enfin... quelle ingérence étrangère?
Non. Une décision du président de la République et du ministre des Affaires étrangères. Non, non, c'est une décision diplomatique, mais elle est française. On peut ne pas être d'accord avec elle, mais elle est française. Non, la question de la sénatrice Goulet, c'est de dire quels sont les types d'ingérences étrangères sur un salon comme Eurosatory. Je vous réponds, il y en a. Et surtout entre les différents pays, parce que vous avez une espèce de bouillon de culture tout à fait sympathique de tout ce qui peut compter de délégations, etc., etc. Donc oui, ce sont des moments à risque important sur l'ensemble des salons d'armement, pas propre à ceux qu'on organise chez nous d'ailleurs. Sur les sous-traitants, monsieur le sénateur Le Gueux, alors c'est pas tellement des recrutements indésirables en fait, ça arrive peu heureusement. Non, on revient à la question de la sensibilisation, ce que vous disiez. C'est tout simplement les règles de sécurité de base physique. Enfin, si vous voulez, quand des gens ramènent chez eux sur des ordinateurs des données qui auraient dû rester au bureau, vous pouvez demander tout ce que vous voulez à la DRSD, à la DGA, mais enfin, si les gens ne respectent pas les règles, pardon, j'ai un côté comme ça, mais il faut les punir, quoi. Enfin, je veux dire, on ne peut pas demander à un militaire d'observer complètement les règles, et quand il ne les respecte pas, il sera puni. Et un salarié d'une boîte de défense, qui peut parfois mieux gagner sa vie que le militaire en question, qui, lorsque lui ne respecte pas les règles, dire c'est pas grave, on s'en accommode. Bon, voilà. Donc en fait, il y a les pires incidents de sécurité ont toujours lieu quand les gens se détournent des règles d'hygiène qui deviennent routinières, etc. Après, pour ce que vous dites sur les habilitations, les recrutements, la DRSD, pour le coup, vous savez, l'essentiel des travaux de la DRSD, c'est de faire des enquêtes, hein, et de faire de l'habilitation secret défense ou de les retirer. Et pour le coup, l'essentiel du flux d'activité de la DRSD, c'est de le faire pour notre propre compte, le ministère, mais aussi pour la BITD et ses sous-traitants. En tout cas, la négligence est un problème. Voilà, ça, il faut se le dire. Mais ça vaut aussi pour l'hygiène numérique des parlementaires ou des ministres, être en capacité de faire attention où est-ce qu'on laisse son téléphone. Enfin, tous ces sujets-là, les applications qu'il faut employer ou pas, ça dépend de ce qu'on a à se raconter après tout. Donc, je pense que oui, on revient aussi à une responsabilité individuelle. Enfin, je pense que je manquerais l'audition si je ne le dis pas à un moment donné. Vous avez la responsabilité de l'État, vous avez la responsabilité des acteurs, puis après vous avez une responsabilité individuelle. Ça, c'est absolument certain. Je pense qu'il faut la convoquer. Bon, État de droit, démocratie, je l'ai un peu défloré déjà. C'est évidemment un énorme sujet. Qu'est-ce qu'on s'autorise à faire, jusqu'où on va. Comme vous avez un voyage à faire, je ne vais pas me relancer là-dedans, mais je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, sur au moins déjà le respect des règles sur le territoire national, hors du territoire national. Je pense que c'est déjà... Parce que le risque, vous voyez, c'est comme d'habitude d'appeler l'armée ou les armées à la rescousse. On le fait pour plein de sujets. Mais je pense que ce n'est pas le rôle des armées que d'intervenir sur le champ informationnel sur le territoire national. En tout cas, moi, c'est une ligne rouge que j'ai donnée aux équipes, aux états-majors depuis que je suis là. Je forme le vœu que ça continue. Parce que ça serait, pour moi, une très, très, très vilaine idée que de revenir en arrière sur, justement, l'armée française qui, pendant la guerre d'Algérie, expliquait et distribuait des tracts pour expliquer à quel point c'était bien que l'Algérie soit un département français. Avec du recul, est-ce que c'était le boulot de l'armée française que de porter ce combat de conviction? Non, c'était un combat politique à la rigueur. Les gens qui le pensaient pouvaient politiquement mener ce combat, mais pas demander à des gens en uniforme de distribuer des tracts à des populations qui étaient françaises pour le faire. Je dis les choses directement, mais je pense qu'il faut que ça soit dit, parce que sans quoi on aura évidemment des dérives. Sécurité, cloud. Alors je parle que pour les données MINARM, parce que le sujet est vaste, évidemment. Nous, pour le coup, on est très attentifs à la localisation de nos data sur des serveurs dont on a la maîtrise et qui, d'ailleurs, ne seraient pas interconnectés à des réseaux qui nous poseraient problème. Après, le sujet, c'est la soutenabilité de ça. Ce qui est faisable pour la défense française, est-ce qu'elle est faisable pour les data santé, qui, quand même, ne sont pas inintéressantes à bien des égards pour des sujets de souveraineté, etc. C'est un débat. Je pense que votre rapport, il va aussi ouvrir des sous-ensembles de sujets qui mériteront d'être traités de manière ad hoc, parce que derrière, dans le curatif, il faudra bien aussi imaginer de pivoter sur certains aspects, en se posant aussi la question de ce que ça coûte, parce que par définition, tout ce qu'on évoque aussi depuis tout à l'heure a un coût pour le contribuable. Vision macro, je vous ai répondu. Naïveté, c'est 1000 fois vrai. J'ai amorcé, je ne l'ai jamais dit publiquement, donc je le fais, mais une transformation profonde de la JDC, l'ancienne JAPD, qui aujourd'hui n'a plus grand-chose de défense, si on se dit quelque chose. Pourtant, elle est bien financée par le ministère des Armées. Et je trouve que sur cette cible d'âge, 16 ans,
sur une journée qui correspond au résidu de l'obligation du service national universel, du service national, pas universel précisément, du service national tout court, tel qu'il existe encore aujourd'hui. Je pense que sur une journée, plutôt que de s'éparpiller sur pas mal de sujets, quelques règles justement de vigilance numérique et autres trouverait sa place dans une JDC durcie, comme on dit, une journée de défense citoyenneté durcie. Je trouve que c'est le boulot, pour le coup, du ministère des Armées que de faire l'éveil, parce que nous, on a le personnel potentiellement pour le faire, et comme c'est une journée obligatoire, pour les filles comme pour les garçons, etc., je pense que ça a de la valeur que de mettre ça dans la JDC. En tout cas, j'ai ça dans mes projets. Pardon, j'étais un peu long, mais... Merci, Monsieur le Ministre, pour votre éclairage. Permettez-moi d'ajouter mes remerciements, je crois me faire l'interprète des collègues, pour l'enthousiasme avec lequel vous portez ce dossier. Et dans ces moments un peu troublés, c'est assez réconfortant. Merci. Non, mais merci d'avoir consacré du temps à cette audition. Parce que c'est un sujet qui n'appelle pas de réponse simple, au fond, mais qui est un sujet de long cours. Merci infiniment.